Salut à tous et bienvenue sur Valépel, l'Orcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de decklist IRL. Donc avec le setup Zenital, je vais vous présenter mes propres cartes. J'ai encore une fois un tournoi à jouer cet après-midi et donc du coup j'en profite pour vous partager ma liste. Sur le tournoi de dimanche dernier dont je vous ai partagé la liste, j'avais joué Humber Steel Song. J'ai réussi à gagner ce tournoi qui, je le rappelle, était un tournoi sans légendaire. Et bien aujourd'hui, le tournoi est à nouveau un tournoi sans légendaire, pour essayer d'équilibrer entre guillemets les budgets et l'accessibilité aux cartes pour que tout le monde puisse passer un bon moment. J'espère qu'un jour je pourrai jouer mes légendaires, mais pour l'instant je trouve que c'est une bonne initiative dans notre communauté toulonnaise de mettre ça en place. J'avais joué donc du coup Humber Steel Song. Cette fois-ci je vous propose une version du coup budget sans légendaire de Ruby Amethyst Boons, qui est vraiment le deck to beat actuellement du chapitre 2. Je fais un petit disclaimer rapidement sur le terme budget, parce que ça m'a été reproché, en tout cas les gens ont commenté dans la vidéo de la semaine passée sur la notion de budget, alors que ce sont des decks qui tournent quand même entre 100 et 150 euros. Alors il faut savoir que quand j'utilise le terme budget, c'est à relativiser en fonction du contexte dans lequel s'inscrivent les decks. C'est-à-dire que les decks que je vous présente sont quand même des decks qui ont vocation à gagner, à être joués en compétitif, à être ramenés dans des tournois locaux ou plus et à faire des vrais performance. Dans ce contexte-là, la moyenne d'un deck de l'Orcana, si on prend Boons Control ou Humber Steel Song, c'est entre 300 et 500 euros. Donc moi, j'estime que quand je vous présente un deck avec un potentiel aussi haut de victoire qui coûte seulement 150 euros, au regard de la méta compétitive du jeu et du prix que cela incombe, j'estime que le terme budget n'est pas volé. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là. Après, si vous voulez vraiment des decks budget au sens plus littéral, sans contextualiser, donc avec vraiment des decks qui sont en dessous de la barre des 100 euros. On vous en a aussi présenté sur la chaîne, notamment les améliorations des decks préconstruits. Et ça, on le fait pour chaque chapitre. À chaque fois qu'il y a des decks préconstruits qui sortent sur l'Orcana, on vous propose des améliorations qui, pareil, sont sans légendaire, la plupart du temps qui coûtent moins de 100 euros. Et comme en plus, vous avez déjà la base du deck, vous récupérez pas mal de bonnes cartes. Et donc là, pour le coup, vous avez un côté très budget. Mais ces decks-là, qui coûtent moins de 100 euros, ils n'ont pas vocation à être amenés en tournoi et à pouvoir gagner. Alors que là, c'est des decks peut-être qui coûtent 150 euros, donc un peu plus cher, mais eux au moins ont vraiment la vocation à compétitir, tout simplement. Donc voilà, petit disclaimer pour expliquer la notion de budget. Croyez-moi que à l'échelle de ce que coûte un deck Lorcana, qui sont joués notamment dans les tops et dans les, voilà, dans les hautes strates des tournois Lorcana, 150 $, c'est, en prenant le contexte, pas si cher. Voilà, je voulais vous expliquer tout ça. Avant de vous présenter le deck, on va passer du coup en setup Zenital. C'est parti. Avant toute chose, c'est le moment de laisser le meilleur pouce bleu, d'anticiper la confiance. Ça nous permet, nous, de grandir et vous, ça vous permet de nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes 40% de gens à regarder ces vidéos et à ne pas être abonnés. Alors que finalement, on propose du contenu régulièrement pour aider à la fois les compétiteurs et les nouveaux. Donc voilà, un petit commentaire, un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça nous soutient. Vous pouvez même activer la cloche des notifications, ça régale. Ici, petit Sidewinder Ultimate Guard, c'est notre sponsor, lien d'affilée dans la description si jamais vous voulez les mêmes produits. Et on va maintenant s'intéresser à la decklist. Donc comme je vous l'ai dit, alors ce sont des cartes que je vais prêter pour le tournoi, donc pas besoin de les sortir. Comme je vous l'ai dit, cette fois-ci, vu qu'on a gagné avec Humber Steel Song, on va essayer Ruby Amethyst Boons. Pareil, dans une version sans légendaire qui coûte du coup moins de 150 euros. Et j'espère pouvoir vous dire dimanche prochain que j'ai aussi gagné ce tournoi. Je croise les doigts, on va essayer en tout cas. Alors, première chose, je vais prendre que la moitié du deck, ça sera plus simple pour moi à manipuler. On va jouer 2 mini parce qu'on a besoin d'avoir un petit peu d'early game, notamment pour pouvoir jouer, vous allez le voir, des cartes Boons rapidement. Donc on a les 2 mini ici et on a les 4 Pascal. Pascal qui est une très très bonne carte pour récupérer du lore de manière un peu discrète. C'est-à-dire que votre adversaire ne va pas pouvoir gérer vos Pascal tant que vous avez d'autres cartes à mettre sur le board. Et dans le pire des cas, c'est une carte que vous allez bouncer rapidement avec une Madame Mime pour pouvoir ensuite l'utiliser en encre quand les premiers tours sont passés. Madame Mime, ça vient avec le package Mime Merlin qui ont vraiment fait exploser la stratégie Ruby Amethyst. C'est le deck que vous allez le plus voir dans les hauts tops compétitifs. Donc du coup, on a toute la boucle Mime qui est là. Hop, avec les Madame Mime à 2, les Madame Mime à 3. Et on a toute la boucle Merlin. Alors, il me manque 2 Merlin lapins. On me les prêtera pour le tournoi cet après-midi, bien évidemment. C'est ça aussi la communauté. S'il vous manque des cartes, n'hésitez pas à demander aux gens autour de vous s'ils peuvent vous les prêter. Généralement,
et c'est le monde du TCG qui est comme ça. Les gens vous diront oui, ils ont envie que vous veniez jouer, ils ont envie de vous aider. Demandez à vous faire prêter les cartes si vous en manque. Il n'y aura aucun problème, j'en suis persuadé. Donc ensuite, la boucle mime, la boucle Merlin. On joue le Merlin qui pioche, le Merlin pardon, qui met des dégâts à distance. C'est vraiment très puissant d'avoir de la reach. On sait que l'Orcana, c'est un jeu qui passe beaucoup par la gestion et le contrôle du terrain. Donc le fait d'accumuler des personnages pour pouvoir challenger les personnages de l'adversaire, c'est vraiment très puissant. Et justement, être capable de outrepasser ce constat-là, ce postulat-là, en étant capable de récupérer du coup des éclats de l'or sans passer par la domination du board, bah, c'est vraiment très très fort et c'est pour ça que la boucle Mime Merlin est aussi puissante actuellement. Pour encore plus aller dans cet effet boucle-là, on va jouer 3 petits Arthur, donc moustiques, qui est une carte qui permet de générer beaucoup de l'or, mais en plus qui permet de refaire donc tous les effets d'arrivée en jeu de nos personnages. Pour valoriser toute la boucle Mime Merlin, notamment Mime qui nous permet de refaire nos effets d'arrivée en jeu des personnages, on joue aussi donc du coup les Maléfiques, qui sont les super cartes de Ruby Améthyste. C'était déjà très puissant dès le chapitre 1. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas dès le chapitre 2. On a le meilleur ami de Maléfique. Pour moi, la meilleure carte du jeu, ce sont les chansons Mes Amis de l'Au-delà. Il faut savoir que le constat actuel dans l'Orcana, c'est que les chansons sont les cartes les plus fortes du jeu, que ce soit ce Rêve Bleu ou alors Mes Amis de l'Au-delà. Le fait de pouvoir gratuitement chanter cette chanson avec un drop 3 et piocher 2 cartes, ça rend la carte extrêmement puissante, beaucoup plus puissante même qu'une légendaire. Donc ne vous en privez pas, c'est tout à fait budget et c'est extrêmement fort. Pour continuer la curve, donc du coup à 3 mana, on va jouer les Aladins sur lesquels on va pouvoir upgrader des gros Aladins. Il y a plusieurs avantages à jouer les Aladins, c'est que lui déjà il est capable de entre guillemets tempérer l'agressivité des decks aggro, parce que quand il arrive sur le champ de bataille, votre adversaire perd un éclat de l'or. Ça marche très très bien avec toutes les Madame Mime et les Arthur, parce qu'on va être capable de refaire perdre des éclats de l'or. Ça peut être important contre un deck Steel Umber qui essaierait de vous prendre de vitesse, ou contre un deck Green Amethyst pareil qui va essayer de vous prendre de vitesse. Et en plus de ça, le fait d'avoir Aladin, ça vous permet de l'altérer pour 5, et comme il coûte 7 en encre, et bien de chanter directement la meilleure carte du jeu qui est, on y reviendra plus tard, Soyez prête. Et ça, c'est un pattern de play qui est important, parce que Soyez prête au tour 7, c'est peut-être trop tard face à l'agressivité des decks que vous allez rencontrer. Si vous affrontez Hyper Rush, donc du coup Ambre, Améthyste, Aggro, et ben c'est peut-être important de pouvoir chanter Soyez prête avec votre Aladin dès le tour 5. C'est un pattern de play qui existe. Dans les versions compétitives avec légendaire, on ne jouerait pas la boucle Aladin. Elle a disparu avec le chapitre 2. Je trouve que pour une version budget, ça reste tout à fait adéquat. Pour synergiser avec pas mal de cartes de notre deck, on a le fou. Le fou, ça permet du coup d'attaquer plusieurs fois avec Aladin en le redressant. Et donc du coup, vous savez que Aladin, lui, il gagne des lores et il fait perdre des lores en challengeant des personnages. Donc ça marche très très bien avec ce personnage-là. Et en plus, on a une petite synergie entre le fou et Arthur. Ça vous permet à tous les tours d'engager votre Arthur, d'olorer pour 3, de récupérer le fou, de rejouer votre le fou, de dégager votre Arthur. Votre adversaire ne le challenge pas. Et ça vous donne l'assurance à tous les tours d'être capable de gagner 3 de marqueur lore sans que votre adversaire ne puisse interagir autre qu'avec un anti-personnage. Donc cette carte-là, elle fonctionne avec plein de cartes de votre deck, mais notamment très bien avec Aladin et avec Arthur. Maintenant qu'on a toute la base d'early game et la base bounce du deck, et bien maintenant on va sur la base plutôt contrôle late game, donc ce qu'on appelle les payoffs, les récompenses. Si vous avez fait durer la partie assez longtemps, c'est ces cartes-là qui vont vous donner un net avantage. Donc les Maui, qui sont les meilleures cartes charge du jeu, ça va permettre d'aller détruire, en tout cas challenger n'importe quel personnage. Ça se boucle bien aussi avec des cartes comme le fou, avec des cartes comme Arthur, parce que vous allez pouvoir taper avec votre Maui, il va être blessé, vous allez pouvoir le reprendre en main pour pouvoir le rejouer, retaper avec. Donc vraiment carte très très puissante, on s'en plaint pas, c'est une rare, c'est assez accessible en termes de budget. Et c'est toujours pas dépassé quand bien même le chapitre 2 est sorti. Les nouvelles cartes du chapitre 2 qui peuvent se substituer à vos cartes de late game et à vos légendaires, eh bien ce sont les Madame de Tremaine. Madame de Tremaine qui est un drop 6 non ancrable. Il faut faire attention à ne pas avoir trop de cartes non ancrables dans votre deck. Les gens les plus greedy montent jusqu'à 20 cartes non ancrables. Moi j'aime pas trop, je préfère rester entre 16 et 17 dans ces jeux-là. Si vous pouvez descendre encore plus bas, c'est mieux, mais là moi je suis à 17 actuellement.
Cette carte-là, elle permet de faire sacrifier une carte sur le terrain de votre adversaire. Ça marche très très bien après un sweeper, donc un anti-bête de masse, un anti-personnage de masse, donc après notamment une soyez prête. Vous faites soyez prête, votre adversaire rejoue un personnage. À votre tour, faites Madame de Tremaine, vous avez pris naturellement l'avantage. Autre carte en fin de partie, en late game, qui va vous donner l'avantage, c'est Yzma. Yzma, il a plusieurs applications. Le fait de gérer n'importe quel personnage adverse, et ça peut être intéressant s'il y a vraiment un personnage qui vous embête. Il permet aussi de recycler nos cartes d'early game qui servent plus à rien en fin de partie, notamment les Pascal ou les Mini, c'est-à-dire que vous pouvez les détruire avec Yzma et c'est vous qui piochez. Et au-delà de ça, en mirror, donc si vous affrontez le même deck que vous, c'est des games qui vont être très grindy, où le but va être d'épuiser l'adversaire ainsi qu'épuiser ses ressources. C'est le genre de match qui peut assez facilement aller à la meule, et donc du coup vous allez gagner parce que votre adversaire n'a plus de cartes dans son deck. Eh bien, il faut savoir qu'Yzma, c'est un projet, c'est un plan qui rentre, qui prend en compte cela, parce que vous pouvez détruire des cartes impactantes de votre adversaire, lui faire piocher des cartes, et donc du coup peut-être épuiser sa bibliothèque et gagner à la meule. Donc vraiment carte qui est très très polyvalente, Yzma. La deuxième meilleure carte du jeu pour moi avec mes amis de l'au-delà, pardon, j'avais plus le nom en français, eh bien c'est Soyez prête, hein, vous la connaissez, le seul anti-personnage de masse du jeu. On bannit tous les personnages, quand bien même notre deck a une orientation plus personnage que dans le chapitre 1, plus d'early game, voire presque agressive selon les sorties. La carte est trop forte pour ne pas la jouer, c'est la seule carte qui fait ça dans l'Orcana, et à mon avis, on va pas en revoir de sitôt. Et je ne suis pas certain que celle-là reste excessivement longtemps en compétitif. En tout cas, elle est déterminante et elle nous permet notamment de quand même l'emporter contre les decks très agressifs. Et pour finir et arriver à 60 cartes, on a 2 grimoires du sorcier. Ça nous permet, au même titre que Merlin, d'outrepasser la condition de prise de board pour gagner à l'Orcana et d'être capable juste de gagner des lores à distance. C'est le projet de ce deck-là. Commencer à lorer rapidement en early game, tenir le mid-game avec pas mal d'interactions, et ensuite en late-game de gagner les derniers points avec les boucles Merlin, le grimoire du sorcier, rejouer toutes les cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu, que ce soit donc du coup nos amis maléfiques, nos amis Merlin ou nos amis Yzma et Madame de Tremaine pour tout gérer, épuiser l'adversaire et finir par l'emporter ou à la meule ou alors en gagnant du lore à distance avec grimoire et Merlin. J'espère que cette deck tech vous a plu. C'était rapide, mais j'espère que c'était concis. Je vous mets le lien de ce deck-là en description si jamais vous voulez le récupérer sur le site Dreamborn Inc. Vous allez voir maintenant, tous les decks sont brandés Valepel Lorcana FR sur Dreamborn Inc. Donc vous pouvez voir l'entièreté des collections de decks que l'on a sur le site internet. Ça vous donnera peut-être des idées. Et puis je vous tiendrai au courant la semaine prochaine du résultat de ce deck-là à mon tournoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois le soutien, l'abonnement, le pouce bleu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris la notion de budget dont j'ai parlé, quand bien même il y a quelques cartes qui ont un petit peu de valeur. L'idée, c'est quand même de vous proposer des decks le plus compétitifs possible, sans légendaire. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.